Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous parler de philosophie de yoga. Je me suis rendu compte que beaucoup de monde pratique le yoga, mais ils ne savent pas du tout ce que c'est la philosophie de yoga. Vous avez certainement déjà entendu parler de mode de vie de yoga, de style de vie, vous voyez. Mais je pense que beaucoup de monde ne sait pas du tout ce que ça représente. On peut avoir quelques idées qui sont assez vagues. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous raconter un petit peu plus sur ce que c'est les Yoga Sutras Patanjali et surtout, on va parler un petit peu plus sur les yamas et niyamas. Donc, allez, on attaque. Yoga Sutra Patanjali, c'est un sort de bible de yoga, si on peut dire comme ça. C'est le livre qui a été écrit il y a très très longtemps. C'est écrit genre entre 200 et 500 ans avant la naissance de Jésus. Donc, c'est bien plus vieux que quelques religions qu'on connaît. Mais attention, yoga, ce n'est pas une religion. Il y a des choses qui se rappellent un peu. On va en parler tout à l'heure. Mais ce n'est pas la religion, c'est vraiment la philosophie. C'est la façon de voir soi-même et la façon de voir le monde. Comment on fonctionne, comment le monde fonctionne, etc. Donc, on en parle là justement dans cette vidéo. En yoga, il existe 8 branches, 8 pétales de yoga. J'aime beaucoup cette expression. 8 marches, comme l'escalier sur lequel on monte, par exemple. 8 piliers de yoga, autrement dit. Vous savez déjà que les asanas, c'est le mot en sanskrit, on utilise beaucoup de mots en sanskrit quand on parle de yoga, surtout de philosophie en yoga. Donc les asanas, c'est les postures, ça vous savez très bien. Donc les postures de yoga, c'est ceux que vous pratiquez certainement déjà dans votre salle de fitness, la salle de yoga, quelque chose, voilà. Les postures qu'on fait sur le tapis, ça c'est une huitième de ce que c'est le yoga. Ensuite, on a les exercices de respiration, pranayama. Ça peut être certainement, vous savez déjà ce que c'est. Prana, c'est l'énergie vitale. Yama, c'est le contrôle. Donc, grâce au contrôle de notre respiration, on contrôle le niveau de l'énergie vitale dans notre corps. C'est les exercices qui sont bien plus subtils, mais plus profonds aussi. Je ne m'arrête pas plus que ça sur cela parce qu'il y a plein de choses à propos de lesquelles il faut qu'on parle plus. Pranayama, je pense que vous savez déjà ce que c'est. Dans les 4 premiers piliers, il y a aussi yama et niyama. Yama, c'est le code de conduite envers les autres. En gros, c'est comment on doit se comporter avec les autres et c'est un peu ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'ils fassent pour toi. Et niyama, c'est quelque chose de plus focalisé sur nous-mêmes. C'est le code de conduite, on va dire, envers nous-mêmes, ou autrement dit, autodiscipline. Donc par rapport à yama et niyama, on va en discuter tout à l'heure parce que c'est super intéressant de comprendre ce que c'est, peut-être à appliquer ça dans notre vie quotidienne. Les 4 premiers piliers, yama, niyama, asana et pranayama, font du hatha yoga. Ça, vous avez certainement déjà entendu parler de ça. Hatha yoga, c'est le style de yoga le plus connu, le plus classique. Tout le reste, Vinyasa, Yin, Ashtanga, Yoga Iyengar, Hot Yoga. Et là maintenant, il y a plein de choses. Il y a yoga avec les chèvres, tout ce que tu veux. Donc tout le reste, ça a commencé à exister, on va dire, il y a environ 200 ans. Avant, on n'avait que du Hatha Yoga. Donc ça, c'était les 4 premiers piliers de yoga, Hatha Yoga, Yama, Niyama, Asana, Pranayama. Ensuite, on va dans quelque chose de bien plus subtil. Les 4 autres piliers de yoga n'utilisent pas du tout les pratiques physiques, les pratiques actives. Il n'y a pas d'activité du tout dans les 4 autres.
Et donc les 4 autres font un Raja Yoga. Raja, c'est le roi, donc c'est le yoga royal. Une fois qu'on a bien travaillé avec les 4 premiers, qu'on a pratiqué du Hatha Yoga, on peut passer aux 4 suivants. On peut passer au yoga royal. Donc, le premier pilier dans le yoga royal ou 5e dans les 8 piliers de yoga, c'est Pratyahara ou contrôle et économie de sens. Alors ici, on va s'arrêter un petit peu plus. Je vais vous expliquer ce que c'est. Vous avez certainement déjà pratiqué un peu si vous pratiquez le yoga. Après, c'est la vidéo pour les gens qui pratiquent le yoga. Hein. Donc, au début de votre séance et à la fin de votre séance, votre prof de yoga vous invite à se concentrer davantage sur les ressentis à l'intérieur de vous, à se couper du monde extérieur. Donc, c'est à peu près ça, Pratyahara. Quand on cherche à contrôler nos sens, à ne plus aller vers l'extérieur, mais à amener toute notre attention à l'intérieur. Quand on fait le scan du corps, par exemple, pendant la relaxation finale, pendant la Shavasana, ça fait partie de ce pilier de yoga, ça fait partie de Pratyahara. Ensuite, Dharana en sanskrit ou en français concentration, le 6e pilier de yoga. La concentration, ça c'est pareil, vous avez dû déjà tester un petit peu de se concentrer sur une seule chose pendant votre posture. Je ne dis pas pendant la pratique parce que ça vient un petit peu plus tard. Il faut déjà bien maîtriser la concentration sur les courtes durées pour ensuite garder la concentration sur une idée pendant tout le long de votre séance de yoga. Ça, c'est une autre chose. Généralement, ça vient un petit peu plus tard. Au début, on commence par rester concentré sur les petites choses. Par exemple, quand vous faites une posture d'étirement, si vous êtes en Paschimottanasana, par exemple la planche assise, on peut penser à bien faire cette position. On peut penser à étirer les ischio-jambiers. Bah, c'est la posture qui le fait. On peut penser, à relâcher les ischio-jambiers tout en gardant, par exemple, les pieds flex, donc les quadriceps légèrement tendus. Vous voyez, il y a des choses qui sont des fois, au premier abord, ils nous paraissent même des fois paradoxales. Ça ne va pas avec. Je ne peux pas tendre et relâcher les jambes en même temps. Mais en fait, si on garde notre concentration sur ça, on arrive à relâcher un côté et tendre l'autre côté. Bon, c'est juste un exemple. Cette branche de yoga, la concentration, ça commence par ça. Juste garder la concentration sur un seul objet. Sans partir avec les pensées à droite, à gauche. Généralement, au début, l'esprit, il fait ça. Et c'est normal. C'est pareil pour tout le monde, je vous rassure. Donc quand on pratique au fur et à mesure la concentration pendant notre séance de yoga, on arrive à garder la concentration pendant assez longtemps. Et donc là, on passe au 7e pilier de yoga, qui est méditation ou dhyana. Donc là, la méditation en yoga, c'est quelque chose qui ne dure pas quelques minutes. Peut-être que vous pratiquez avec votre prof de yoga, par exemple, tous les mardis soirs. On va sur la séance de yoga, on fait un petit peu de tout, on fait un petit peu d'exercice respiratoire, on fait beaucoup de postures généralement, on fait un petit peu de méditation à la fin. Mais vous voyez, tout ça, ça dure une heure et demie généralement, la séance normale hebdomadaire de yoga. Tandis que la méditation, si on la regarde comme une branche de yoga, ça peut durer des heures et des heures tous les jours. La méditation, quand on parle à vraie méditation dans le sens dans sa globalité, on va dire, c'est l'art de garder le vide dans la tête sans penser à quoi que ce soit et sans avoir l'objet de méditation. Parce qu'au début, bien sûr, vous le pratiquez
Comme ça, au début, on a un objet de méditation, on a une visualisation, on a une pensée sur laquelle on se concentre, on rêve de quelque chose, etc. Il y a plein de petites astuces. Peut-être c'est la méditation guidée et ça change au fur et à mesure les images, les objets de concentration. Tout le monde commence comme ça, c'est normal. Après, petit à petit, plus on pratique, plus on avance dans ce sens, plus on arrive à garder la tête vide, garder l'esprit calme, même sans chercher à se concentrer sur quelque chose. Ça viendra plus tard. C'est normal qu'au début, vous n'arrivez pas. C'est vraiment très difficile. C'est pas pour rien que c'est septième branche de yoga. Donc le huitième, le tout dernier, c'est le samadhi. C'est l'éveil, c'est l'état d'unité. C'est là où on va en pratiquant le yoga. C'est l'état dans lequel on n'a plus de questions, on a des réponses à toutes les questions qu'on aurait pu avoir tout le long de notre vie. Qui on est, où on va, pourquoi on est là, pourquoi on a dû faire tout ce long chemin pour arriver ici, pour enfin se retrouver ici et comprendre tout. C'est l'état de nirvana, peut-être c'est le mot qui va vous parler un petit peu mieux. En yoga, on utilise le mot samadhi, c'est quelque chose qui montre vraiment qu'on se sent unis avec ce monde magnifique qui nous entoure, on comprend tout et on n'a plus de questions. Donc voilà, en pratiquant le yoga, normalement on avance petit à petit vers le samadhi, vers cet état d'extase, vers cet état où on se sent vraiment très très bien. C'est le bonheur pur qu'on ressent. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Pour revenir aux postures, aux asanas. Les postures qu'on fait, normalement, c'était fait, on n'en avait pas beaucoup au début, et plus on avance dans le temps, plus il y a des postures. Bon, bref, c'est une autre question. Mais au début, à la base, toutes les postures de yoga sont été faites pour retrouver le santé physique, pour pouvoir passer des heures dans les postures de méditation. Parce que si maintenant je vous demande de passer 3 heures dans la méditation, ni votre corps ni votre esprit ne seront pas prêts à ça. Donc on commence par le corps, c'est bien plus facile. On le rend plus fort, plus souple en même temps. On travaille sur beaucoup de choses, en vrai dire, en yoga. Et en même temps, on commence à préparer notre esprit à ces pratiques subtiles qui nous attendent derrière. Donc, une fois retrouvé le santé physique, une fois rempli notre corps avec prana, avec l'énergie vitale, une fois on a travaillé avec le code de conduite envers le monde et envers soi-même, là on passe aux exercices qui demandent plus de concentration, qui nous mènent vers la méditation grâce à laquelle on arrive à se mettre dans l'état d'unité avec l'univers. Donc tout ça c'est bien beau, mais c'est pas pour tout de suite. Je vous dis tout de suite, le yoga, c'est le long chemin. On dit que c'est le chemin qui peut durer toute une vie, voire plusieurs vies. Mais pour moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui me repousse parce que je me dis peut-être je vais jamais arriver à ressentir cet état d'unité avec l'univers, mais c'est quelque chose qui me motive en même temps. Je vois qu'en faisant autre pratique de yoga, je me sens de mieux en mieux. Donc pour moi, c'est assez logique que si je continue comme ça très longtemps, et ben certainement je vais arriver vers le bonheur pur, vers cet état de samadhi. Donc allez-y, on revient vers les choses plus proches, vers la terre. On est parti un petit peu là, vers les nuages. On descend sur la terre. Donc j'aimerais vous parler un petit peu plus sur les yamas et niyamas.
les codes de conduite envers le monde et envers soi-même. C'est super intéressant à apprendre ce que le yoga nous propose à faire, comment le yoga nous propose changer notre quotidien pour arriver plus vite à se sentir complètement heureux. Et c'est ça aussi que j'adore en yoga. Ils ne disent pas, tu n'as pas le droit de faire ça, ça, ça. Comme dans les religions, par exemple. Dans la plupart des religions, si tu fais quelque chose, si tu pêches, derrière, tu vas payer pour ça. En yoga, on dit, si vous voulez vous sentir heureux, si vous voulez choisir ce chemin de yoga et arriver tout droit vers le bonheur total, on sait comment faire. Faites comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est tout bien écrit, tout bien expliqué. Bon, c'est le langage qui est bien difficile. C'est une autre chose. Mais tout ça, c'est écrit il y a plus qu'il y a 2000 ans. Et on sait comment faire pour arriver à se sentir complètement heureux. Donc je vous propose à découvrir un petit peu plus ce qu'on doit faire, ce que le yoga nous propose à faire pour y arriver plus vite. Donc, commençons par les yamas. Il y en a 5. Le code de conduite, je vais y arriver, envers les autres. Il y en a 5 de yamas. Le premier, c'est ahimsa, ou non-violence. Tout d'abord, bien sûr, c'est la non-violence physique. C'est assez évident, mais ça ne s'arrête pas que sur ça. C'est la non-violence verbale aussi. C'est assez évident aussi. Donc, les vrais yogis, les vrais yoginis, ils doivent réfléchir à ce qu'ils disent aux gens qui les entourent. Mais c'est aussi la non-violence par rapport à soi-même. Assez souvent, on s'oublie, assez souvent, on est assez strict, assez sévère par rapport à nous-mêmes. On peut utiliser les paroles envers nous-mêmes qu'on n'utilisera pas envers quelqu'un qui on aime tendrement. Si je fais des bêtises, même les bêtises dans la vie quotidienne, vous voyez, je reviens 3 fois pour récupérer encore les trucs que j'ai oubliés. J'ai pensé que j'ai tout pris, je pars, et là, zut, j'ai oublié encore quelque chose, je reviens, je récupère ce truc, je repars, mais non, j'ai encore oublié quelque chose. Qu'est-ce que vous allez vous dire à ce moment-là? Est-ce que vous allez vous insulter? Est-ce que vous allez utiliser les paroles pas très jolies par rapport à vous? Est-ce que vous allez vous mettre dans l'état de colère peut-être envers vous-même, ou vous allez rester calme, détendu, joyeux, tout ça qu'on cherche à retrouver pendant la pratique de yoga? Et surtout, est-ce que vous allez allez utiliser les paroles que vous auriez pu utiliser si ça aurait été quelqu'un d'autre, quelqu'un proche, quelqu'un que vous aimez très très fort, votre enfant, votre parent, votre conjointe, etc. Donc vous voyez, on cherche à ressentir la non-violence par rapport à soi-même aussi. Si on se sent fatigué, on accorde le temps de repos. On s'accorde le temps de repos. Bon, je ne m'arrête pas plus que ça sur ça. Aujourd'hui, ce sera un mode très bref. Allez, on continue, on avance. Satya, deuxième yama, ou la vérité en français. On dit en yoga qu'il faut toujours dire la vérité. Au premier abord, vous allez me dire, mais je le pratique déjà, je dis toujours la vérité. Si on réfléchit un peu et si on creuse un petit peu plus, peut-être vous allez vous dire, il y a quand même quelque chose sur quoi je peux travailler pour avancer dans ce sens. On dit en yoga qu'on doit tout faire pour que la personne avec laquelle on parle nous comprenne à 100%. On doit tout faire pour expliquer tout ce qu'on a voulu dire, expliquer notre point de vue, expliquer pourquoi on a agi de cette façon, par exemple. Parce que vous savez, des fois, on dit pas tout.
on ne dit pas du tout de quelque chose qu'on aimerait que notre conjoint, par exemple, il le sache pas. Donc en yoga, on dit, c'est fini tout ça. Si vous voulez avancer, il faut qu'on dise la vérité tout le temps. J'ai lu aussi une pensée qui m'a paru très intéressante quand on discute avec le sexe opposé. Quand moi, une femme, je discute avec un homme, il faut que je choisisse bien les paroles que j'utilise. Il faut que je choisisse quel sens je veux mettre dans mes paroles quand je parle avec cet homme. Parce que si j'imagine que sa femme est là et elle nous entend, je ne changerai pas les paroles que j'utilise. Je dirai tout à fait la même chose si la femme de cet homme elle nous entend. Voilà, pour pousser un petit peu plus dans le sens de vérité. En yoga, c'est toujours comme ça. Même si on sent que quelque chose, si on pense que quelque chose est acquis, ce n'est pas du tout comme ça. Dans les postures de yoga, on le voit très souvent. Au début, on fait juste la Paschimottanasana, hein, la pince assise, les jambes tendues devant vous, on est assis comme ça, et poum, on se penche en avant. Au début, le but est juste de se pencher. Ensuite, on commence à travailler avec les choses bien plus subtiles. Plus on avance, plus il y a de choses à explorer, à améliorer. Et c'est en tout le yoga, c'est comme ça. Il n'y a jamais la fin, il y a toujours quelque chose à améliorer. C'est pour ça que j'aime tellement cette pratique. Revenons au yama. Troisième yama, asteya, ou l'honnêteté. Autrement dit, n'est pas volé. Ça, c'est pareil. Au début, on se dit, c'est bon pour moi, je vole pas. Quand je vais au supermarché, je paye mes achats. Quand je vais à la boulangerie, bah, je paye aussi mon pain. Donc, c'est bon pour moi. Et non, toujours pas. Il y a toujours quelque chose à pratiquer dans ce sens aussi. On ne pense jamais aux choses non matérielles qu'on peut voler. On peut voler le temps qu'on passe avec notre famille si si on continue à travailler, si on reste sur notre messagerie de travail, si on reste avec notre esprit quelque part dans notre bureau, au lieu d'être ici en vacances avec notre famille et de passer le temps entièrement, uniquement avec eux. On peut s'envoler notre énergie de lendemain si on se couche tard ce soir à cause des bêtises, à cause de la nouvelle série sur Netflix, à cause de notre portable parce qu'on est toujours accroché à notre téléphone. Tous les écrans, c'est le temps volé de nous-mêmes. Et souvent l'énergie aussi, parce que ça nous garde éveillés pendant longtemps, surtout pendant la soirée par exemple. Après, on a du mal à se coucher, à s'endormir, pardon. Et donc le lendemain, bah, on se réveille comme ça. Bien sûr, on n'aura pas de temps pour faire bien notre travail, pour avoir toute notre patience, pour continuer à être le bon parent. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut continuer à améliorer, pareil. Allez, on passe au yama suivant, brahmacharya, en sanskrit, comme d'habitude d'abord, la continence, l'abstinence. On dit en yoga que si on ne contrôle pas nos envies, nos pensées, nos désirs, c'est eux qui vont nous contrôler. Il faut qu'on s'arrête à un moment donné parce que si on n'arrête pas notre esprit, si on n'arrête pas notre cerveau, il va chercher que à avoir du plaisir. Tout ça, c'est sympa, c'est bien d'avoir du plaisir, mais si on fait que ça, si on stimule sans cesse notre cerveau, notre esprit avec les choses qui nous amènent pas bien loin, si ça... Allez, je donne les exemples concrets, comme ça ce sera plus facile. Si je n'écoute pas mon cerveau, si je n'écoute pas le bon sens de mon esprit, je vais manger pas sainement, je vais aller me coucher très tard parce que je serai attachée à mon écran, peu importe, télé, téléphone, tablette, peu importe. Ensuite, je vais faire pas mal de choses qui m'excitent. Tout cela,
ne me laisserai pas le temps, ni d'énergie, ni de motivation pour continuer à développer mon esprit, pour continuer à me poser des bonnes questions, à chercher les réponses à ces bonnes questions. Ça viendra même pas dans mon esprit d'aller acheter un livre avec les textes sacrés pour passer un petit peu de temps avec ce livre, pour apprendre un petit peu plus sur le fonctionnement de ce monde. Ça ne me viendra pas à l'esprit de me demander qu'est-ce qu'un gourou dirait par rapport à une question importante, je ne sais pas, les questions de la vie et de la mort qu'on aborde souvent en discussion avec les gourous. Mais ça ne viendra même pas dans mon esprit parce que mon esprit, elle sera en train de prendre le plaisir sans cesse. J'aurai ce faim des émotions faciles et je chercherai même pas plus que ça, tout simplement. Donc c'est à moi de contrôler mes désirs, c'est à moi de contrôler ce que je fais, comment je le fais, pour avoir du temps, pour lire, pour apprendre, pour écouter les gourous, etc. Voilà, je m'arrête un peu parce que sinon c'est la vidéo qui va durer 5 heures. On passe au 5e yama, le dernier. Aparikara ou non-convoitise, non-possessivité. Personnellement, je pense que c'est le plus difficile. On dit en yoga qu'on cherche à être très content de ce qu'on a, mais attention, en même temps, on cherche à ne pas avoir cette possessivité, à ne pas avoir que cela pour nous, et surtout, on cherche à rester heureux si un jour on n'aura plus de cela. C'est quelque chose de difficile à appliquer dans notre vie, mais ça commence par les petites choses. Comme par exemple hier on était tout raide, aujourd'hui on ne fera pas un grand écart. Comme on travaille avec notre corps pour le rendre de plus en plus, j'ai mangé le mot élastique, vous voyez l'autre mot que je voulais utiliser, souple, voilà, il est revenu. Comme on travaille tous les jours, toutes les semaines, peut-être tous les mois, des fois, pour rendre notre corps de plus en plus souple, pareil, on travaille avec notre esprit. Ça vient petit à petit, on commence par les petites choses. Au début, peut-être, c'est plus les choses matérielles, parce qu'on arrive plus facilement à se détacher des choses qui n'ont pas beaucoup de valeur pour nous. Et petit à petit, par contre, on cherche à amener ça dans les choses non matérielles, à se rappeler que aujourd'hui, on a les proches qui nous entourent, on a les choses très graves, très importantes dans notre vie, comme la maison, la voiture, etc. Demain, peut-être on ne les aura plus. Ce sera difficile, bien sûr, mais à nous de cultiver petit à petit, de rester heureux, de rester bien à l'intérieur de nous, bien dans notre tête, bien dans notre âme, sans, comment dire, sans dépendre de tout ce qui se trouve dans le monde extérieur. Bien sûr, si demain vous n'auriez plus votre maison, ce sera pas facile de se dire allez, c'est bon, on trouvera un autre, c'est pas grave, c'est qu'une maison après tout. Mais vous voyez, je dis ça et on commence avec les mêmes paroles par rapport aux choses matérielles. Si aujourd'hui je perds mon porte-monnaie avec allez, 200, 300 euros dedans, peut-être je vais me dire oh non, mais j'ai compté sur ces sous pour m'acheter quelque chose, pour acheter quelque chose à ma famille. Mais comment on se reconforte dans ça, on se dit mais c'est que des sous, ça n'est pas grave. On gagnera d'autres sous, vous voyez. C'est comme ça comment on commence. Et petit à petit, on applique la même chose pour les choses,
les objets, les personnes qui sont bien, bien plus importantes pour nous que le porte-monnaie. Voilà, je m'arrête sur ça. On a fini avec les yamas. On passe au niyama, ou le code de conduite envers soi-même. Généralement, c'est quelque chose que personne ne voit. C'est quelque chose qu'on cherche à maîtriser mieux à l'intérieur de nous. Donc, le premier niyama, saosha, la propreté, la purification. En yoga, il existe plein de techniques de purification de notre corps, des techniques de purification de notre esprit. On commence par ça petit à petit sur nos séances de yoga hebdomadaires et après on amène ça de plus en plus dans notre vie quotidienne. On peut passer à la purification de notre maison pour ne pas voir les objets qui encombrent notre maison qui n'ont aucune valeur pour nous. On peut penser à purifier un petit peu plus les paroles, ne pas voir les mots, comment vous dites, des insultes. J'ai oublié le mot, bon bref. Purifier aussi nos sens, parce que quand on prend de l'alcool, quand on prend des drogues, etc., on modifie notre conscience. Donc on cherche à purifier ça aussi. Mais ça viendra un petit peu plus tard. Concentrez-vous déjà sur la purification du corps, sur la purification de votre esprit grâce aux pratiques de respiration et méditation. Et le reste, ça viendra. Santosha, ou la contentement. Apprendre et développer notre contentement, c'est une chose qui se pratique au fur et à mesure. Notre esprit est fait de telle façon que même si on aura une toute petite chose qui ne va pas dans notre vie, et on a toujours quelque chose, franchement, soyons honnêtes, c'est jamais parfait. On a toujours des petits soucis, des problèmes à régler. Peut-être on se sent pas bien. Peut-être il y a autre chose. Quand on sort d'une galère, on arrive dans l'autre. C'est toujours comme ça. Donc première chose déjà, c'est d'accepter que c'est comme ça et ce sera toujours comme ça. Ok, déjà avec ça, on vit plus facilement. On se dit pas oh, la tragédie. Oh là là. Bon bref, vous voyez ce que je veux dire. C'est normal, c'est pareil pour tout le monde. Concentrons-nous davantage sur ce qui va. Les galères, les soucis, ça se gère, ça passe, ça vient, c'est bon. Comment se concentrer davantage sur cette grande, la zone bien plus grande pour la plupart des gens qui m'entourent en tout cas. On ne vit pas en Inde dans une misère, on est dans un pays magnifique. On a les maisons qui sont bien chaudes, on ne dort pas à l'extérieur, on a le repas 3 fois par jour, on a tout ce qu'on veut, mais franchement, on vit super bien. Comment sentir encore plus tout cela? Parce que c'est bien facile de dire, oui, je ne connais pas la vraie fin. Et alors, comment vraiment apprécier cela? Il y a une technique qui est superbe. Pratiquer un petit peu de ascèse. Je pense que je le prononce bien, pas sûr. Bon, bref, vous pouvez virer de votre vie pour un petit période, assez court, généralement, c'est assez. Vous pouvez virer quelque chose que vous sentez, que vous appréciez plus. Exemple. Pour mieux apprécier votre canapé, votre lit super confortable, vous pouvez faire un rando, partir pour quelques jours, dormir à la belle étoile, sur le sol dur. Vous n'auriez pas de la douche, vous n'auriez pas peut-être le repas chaud, peut-être si. Peu importe. En fait, au retour de cette rando, vous allez certainement mieux apprécier les petites choses qu'on utilise tous les jours et qu'on se dit plus oh mais c'est le vrai merveille cette douche avec l'eau chaude, mais j'ouvre le robinet et l'eau chaude coule sur moi, je peux me laver, c'est merveilleux. Donc pour ressentir un petit peu tout cela, vous pouvez arrêter d'utiliser
les choses que vous utilisez. Peut-être faire un jeûne, ne pas manger pendant quelques jours. Peut-être arrêter d'utiliser la voiture pendant quelques jours. Peut-être faire autre chose. Donc, pour retrouver le vrai plaisir d'avoir les choses, des fois, il faut arrêter de les utiliser pendant une petite période. Vous voyez l'idée, je pense. J'avance. Tac, tac, tac. Troisième, niyama, tapas. Tapas ou autodiscipline. Autodiscipline. Plus on va entraîner notre esprit, plus on sera fort, plus vite on arrivera vers Samadhi. Autodiscipline, qu'est-ce qu'on peut donner comme un exemple ici? Je peux me dire que 2-3 fois par semaine, les matins, avant de passer au petit-déj, je vais faire un petit peu de gymnastique. Une petite séance de yoga peut-être. Allez, pas longue, 10 minutes. 10 minutes par la fois, 2 fois par semaine. C'est quelque chose de réalisable. Ne vous mettez pas les objectifs très hauts parce que si, et ce sera certainement le cas, vous n'allez pas arriver à tenir à la longue, vous allez abandonner, vous allez avoir tout ce qu'on ne cherche pas du tout à avoir. Vous allez être déçu de vous-même, vous allez détester les exercices matinaux parce que vous allez vous pousser jusqu'au bout certainement au début et vous allez être en manque de sommeil, vous allez perdre votre patience par rapport à vos proches, etc. Ce n'est pas du tout le but. Le but est d'y aller tout doucement, comme on fait avec les étirements de notre corps. Plus on avance petit à petit, plus on se dit oh, mais ça fait tellement du bien ces 2 petites matinées que je fais par semaine là avec 10 minutes de yoga. Oh, mais ça me booste, ça me donne plein d'énergie, mais je veux en faire plus. Vous allez passer peut-être à 3 fois par semaine, après peut-être à 4, après peut-être vous allez faire une petite retraite de yoga pour apprendre encore plus, etc. Bon bref, on y va petit à petit. Plus on fait, plus on se sent fort, plus on est content de soi, plus on a envie de continuer d'avancer. L'astuce, oui, j'ai du mal à trouver mes paroles des fois, je suis désolée. Donc l'astuce est de ne pas commencer avec les objectifs très grands parce que vous allez vite abandonner et ça va vous saouler tout simplement. Tac, 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 tac. On est où? On est à Svatryaya, le 4e niyama, qui est l'étude, l'exploration de soi. On dit en yoga qu'il est important de prendre un petit peu de temps pour apprendre plus sur nous et sur le monde qui nous entoure. Comment on peut faire? On peut lire, encore mieux, lire les textes sacrés. On peut, à nos jours, c'est tellement facile, on peut avoir les discussions avec gourou. Bon, c'est pas vraiment la discussion, mais je vous assure, en vraie vie, c'est presque pareil. C'est le gourou qui parle et nous qui écoutons. Mais si vous avez l'internet, vous me regardez, donc vous l'avez, vous pouvez taper sur YouTube satsang, c'est la discussion avec gourou, ou juste gourou qui parle de la vie et de la mort. Tiens. Et là, vous allez apprendre beaucoup de choses, je suis sûre. Après, il y a plein de gourous, plein de vidéos, plein d'informations. Si vous voulez avoir un petit peu plus, si vous voulez avoir des conseils, je serais ravie de vous partager mes livres préférés, mes vidéos peut-être préférées, etc. Mais généralement, c'est quelque chose qui nous inspire, qui nous donne plus d'énergie, qui nous donne plus de ressources pour continuer à avancer dans notre vie. Et d'ailleurs, ça, exploration de soi, ça peut faire partie de tapas, d'autodiscipline. Vous pouvez vous dire que 10 minutes par jour, par semaine, par mois, si vous êtes vraiment très très chargé dans votre vie professionnelle et personnelle, vous allez quand même trouver ces 10 minutes pour lire un petit peu, pour comprendre un petit peu mieux
comment notre esprit fonctionne, comment notre corps fonctionne, comment ce monde fonctionne, comment on doit se comporter, comment on doit vivre cette vie pour mieux se sentir. Allez, je pense que la vidéo sera assez longue déjà. Le dernier, Ishvara Pranidhara, l'abandon et le lâcher prise. Ça c'est pareil, c'est pas pour rien je pense qu'il est le dernier. C'est la question assez intéressante, assez difficile. On dit qu'on cherche pas des fois à comprendre pourquoi les choses se passent de telle façon. Ici, je parle assez souvent, quand on parle de Ishvara Pranidhara, on parle assez souvent des athéistes. Les athéistes qui disent, si le Dieu existait, tous les malheurs qu'on voit tous les soirs à la télé, ils ne seront jamais produits. Le yoga dit, qui sommes-nous pour juger comment ça doit se passer dans le monde? Je suis une petite personne avec ma conscience pas super bien développée. Je ne sais pas du tout comment ce monde il doit fonctionner. Donc je ne dirais pas que ça ne doit pas fonctionner comme ça, comment ça fonctionne aujourd'hui. Et en plus, en yoga, on dit que j'accepte tout ce qui se passe, sans juger, sans analyser, sans réfléchir. Oui, peut-être je vais réfléchir, mais je ne vais pas dire non, ça ne doit pas se passer comme ça. Moi, je vais dire, si ça se passe comme ça nous mène à quelque chose de mieux derrière. Assez souvent, si on réfléchit avec un peu de recul, on voit par rapport aux périodes difficiles qu'on a dû traverser, que finalement, ça nous a amené vers quelque chose de bien. Des fois, on n'arrive pas à trouver les bonnes choses qu'on obtient, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Peut-être certainement, vous allez les trouver un petit peu plus tard dans votre vie. Vous allez les trouver dans votre futur. Donc aujourd'hui, ne prenez pas votre énergie, votre temps à chercher plus que ça. Juste dites à vous-même, ok, ça se passe comme ça, je l'accepte. C'est facile quand tout se passe bien. C'est bien plus difficile quand les choses tournent mal, quand les malheurs arrivent dans notre vie. On continue à accepter, on continue à garder cet abandon. Ok, ça se passe comme ça. Ok, j'accepte. Voilà. Qu'est-ce que je voulais ajouter par rapport à ça? Que le yoga, ce n'est pas une religion. Je pense que j'avais une petite idée à développer aussi. Non, je sais plus. Je sais plus. Qu'est-ce que je voulais ajouter après tout cela? Ce n'est pas grave, peut-être ça viendra plus tard et ça va me faire une source d'inspiration. Je vais comme ça spontanément. Et j'arrive plus à discuter des fois. Peut-être je vais me filmer un autre jour pour ajouter quelque chose à ce sujet. Peut-être vous, avec vos questions, vous allez m'inspirer. Moi, j'adore, à vrai dire, j'adore quand vous me posez les questions. En passant par Internet, la plupart des personnes me posent des questions avant ou après la séance de yoga et ça me donne une inspiration. Soit j'écris un post derrière, soit je développe un petit peu plus ça sur la séance suivante. Donc n'hésitez pas, si vous voulez partager quelque chose, si vous avez des questions, si vous voulez ajouter quelque chose, n'hésitez pas à revenir vers moi, je serai vraiment très heureuse de savoir que vous réfléchissez un petit peu mieux, un petit peu plus à ce sujet, que vous cherchez des réponses, tout comme moi, tout comme plein d'autres gens. Voilà. Donc, on va s'arrêter sur ça. On a bien parlé aujourd'hui de Yama Niyama et un petit peu brièvement de tous les autres 6 piliers de yoga et donc les 8 piliers de yoga qui font Ashtanga Yoga.
J'aurais pas dû prononcer ce mot parce que ça va s'en mêler un petit peu dans vos têtes. Parce qu'il existe un style de yoga qui s'appelle Ashtanga Yoga. Il existe aussi une posture qui s'appelle Ashtanga Namaskar. Donc Ashtanga, on va dire que c'est 8 membres. Voilà, on va s'arrêter sur ça. Ce n'est pas le style de yoga. Il existe un style de yoga, Ashtanga Yoga, qui est bien physique, bien sportif. Ashtanga, c'est les 8 branches de yoga. Niyama, Yama, Asana, Pranayama. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Heureusement que j'ai mes notes. Contrôle de sens, concentration, méditation et enfin Samadhi.